Depuis 1995, il y a eu 271 morts par terrorisme, comme on dit. 100% des auteurs sont musulmans. À partir de là, on peut dire, sans se tromper, que... À vérifier, hein. Si on commence ce journal par ce projet d'attaque déjouée contre le chef de l'État, 6 personnes de la mouvance d'extrême droite ont été interpellées ce matin. Des hommes et des femmes soupçonnés de pouvoir basculer dans le terrorisme. C'est l'histoire d'AFO pour Action des forces opérationnelles. 2 fidèles de la mosquée âgés de 74 et 78 ans le surprennent sur le parking. Armés, l'assaillant tire sur eux et les blesse. Je ne suis pas en train d'accuser M. Zemmour de fomenter des complots criminels, bien sûr que non. Mais oui, je l'accuse de répandre des idées qui finissent par se traduire dans le crime. C'est la différence entre l'extrême droite et l'ultra-droite, en fait. L'extrême droite, c'est grosso modo le Rassemblement national, c'est institutionnalisé. Et l'ultra-droite, là, c'est des groupes plus radicaux, qui font l'apologie de la violence. Et la violence est une valeur en tant que telle. Les groupuscules d'extrême droite, d'ultra-droite, néo-nazis ou fascistes font la une de l'actualité. Projet d'attentat déjoué, procès des membres du groupe OAS, groupe Telegram raciste ou agression dans les rues de Lyon. Y a-t-il réellement une résurgence de la violence d'extrême droite dans notre pays ? Des attentats terroristes d'ultra-droite sont-ils à craindre ? Le climat actuel favorise-t-il ces groupes et les pousse-t-il à passer à l'action ? On va faire le point tout de suite, puis nous discuterons avec Thierry Vincent, journaliste spécialisé dans l'ultra-droite. Alors, est-il toujours fécond le ventre d'où la bête immonde est sortie ? La gauche a sans doute un peu tendance à crier au retour du fascisme à tort et à travers. Sauf que le danger, lui, est bien réel, même si on lui fait moins de publicité que d'autres attaques. Et même s'il est encore marginal, les autorités prennent ce risque terroriste très au sérieux. Le 10 septembre, Laurent Nunez, le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a annoncé que 5 projets terroristes rattachés à ce courant ont été déjoués en France depuis le début du quinquennat. En 2017, 6 hommes appartenant au groupe baptisé OAS, tous nostalgiques de l'Algérie française, sont arrêtés. Le groupe est nommé en hommage à l'organisation de l'armée secrète, organisation terroriste française proche de l'extrême droite, créée dans les années 60 pour la défense de la présence française en Algérie par tous les moyens. Ceux de 2017 prévoyaient d'attaquer des mosquées et possiblement de s'en prendre à des personnalités, comme Christophe Castaner ou Jean-Luc Mélenchon. En 2019, un homme, ancien candidat du Front National, ouvre le feu sur une mosquée à Bayonne, blessant 2 fidèles. On retrouvera une bonbonne de gaz dans sa voiture. Le 29 octobre 2020, en plein Avignon, un homme menace des passants avec une arme de poing déchargée. Il est abattu par la police. Il portait un blouson du groupe Génération Identitaire. Pourtant, la piste terroriste sera écartée au motif qu'il avait des problèmes psychologiques. Plus proche de nous encore, le 26 août de cette année, la police arrête un homme dans le Haut-Rhin. Des bombes artisanales, de l'uranium et des croix gammées sont découvertes à son domicile. Enfin, un jeune homme âgé de 19 ans a été arrêté la semaine dernière en Seine-et-Marne. Il projetait de faire une tuerie de masse le 20 avril, date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Dans Violence politique en France, de 1986 à nos jours, un collectif de chercheurs a étudié une liste non exhaustive de 6000 actes violents motivés idéologiquement. Conclusion, près de 1300 attaques sont le fait de l'extrême droite. On parle d'environ 50 morts. C'est bien sûr moins important que les 289 morts dus au terrorisme islamiste, mais c'est 10 fois plus que les actes violents de gauche qui ont fait 5 morts sur la même période. Revenons au groupe OAS. Leur procès s'est ouvert le 21 septembre. Possiblement visé par le groupe, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au procès afin de se constituer partie civile. Pour le leader de la France insoumise, il y a bien une résurgence de la menace d'ultra-droite. Il fait même le lien entre cette recrudescence et le climat politique actuel. Le lien, c'est comment des gens à qui ça ne coûte rien peuvent raconter n'importe quoi pendant des heures sur des plateaux de télé, parler de grands remplacements, désigner une partie de la population comme étant intrinsèquement criminelle. Quand M. Zemmour dit que les jeunes migrants sont tous des violeurs, etc., il a d'ailleurs été condamné pour ça, eh bien, il sème une graine qui finit par germer avec des jeunes gens qui le croient et qui vont au bout de ce délire. Je ne suis pas en train d'accuser M. Zemmour de fomenter des complots criminels, bien sûr que non. Mais oui, je l'accuse de répandre des idées qui finissent par se traduire dans le crime. Et ça, c'est grave, et c'est ma responsabilité, je dirais, quasiment d'homme, de pédagogue, d'homme public, d'élu, que de dire « Eh oh, stop, c'est pas un jeu ». C'est pas un jeu. Tuer les autres, c'est pas un jeu. C'est pas une arme comme une autre en politique. Voilà. Je crois que c'est un moment où il faut que les fanatiques comprennent qu'ils parlent de personnes humaines.
Et surtout quand on est jeune, pas aller briser sa vie dans un truc pareil. Tu parles d'un projet, aller brûler quelqu'un avec un lance-flamme, couper la gorge de M. Castaner, enfin c'est affreux. Castaner, c'est un adversaire politique, une idée pareille m'est jamais venue à l'esprit. Voilà ce qu'il faut faire. On a tous un devoir de pédagogie. Moi, j'en ai un comme homme politique. La justice en a un aussi. Voilà. Vous parliez justement des... C'est pas de la vengeance, si vous voulez. Je vais même vous dire plus. Comme homme, je lui pardonne. Comme homme. Parce que je le vois, il a 25 ans, il pleure, il sait plus où il en est. Mais après, je veux qu'il comprenne. Et que surtout les autres qui regardent comprennent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la vidéo de Papacito, mais je pourrais vous parler de celui qui m'achetait de la farine. Bon, c'était de la farine. Ça, il y a une manière très simple de le faire. Mektoub, hein, tant mieux. Mais bon, c'était de la farine. Mais le même aurait pu percer notre service d'ordre et m'agresser autrement. Moi, depuis 2017, je ne suis plus jamais sorti tout seul. Pour aller plus loin, j'ai reçu Thierry Vincent, journaliste indépendant spécialisé dans les mouvements politiques extrêmes. Bonjour Thierry Vincent. Bonjour. Donc vous êtes journaliste indépendant Voilà. et depuis une vingtaine d'années, vous vous intéressez aux mouvements d'extrême droite, d'ultra-droite et aux groupuscules, on va dire, violents C'est ça. liés à cette mouvance. C'est ça. Et aussi à l'extrême gauche. Et aussi à l'extrême gauche par ailleurs. Vous faites le grand Ouais. écart. Je fais pas d'équivalence entre les deux, cela dit. Ces groupes, on redécouvre avec le fil de l'actualité qu'il y a des groupes d'extrême droite violents en France, donc notamment avec le procès en cours du groupe dit OAS, qui projetait notamment des attentats et des attaques contre des personnalités comme Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Donc on était au TGI la semaine dernière à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut faire un rapide état des lieux quand on parle de groupes violents d'extrême droite, on parle de combien de personnes, on parle de quoi ? Alors, selon les services de renseignement, c'est difficile à évaluer, bien sûr, mais ils parlent de 1500 à 2000 personnes. Alors, bon, il faut distinguer deux choses. Il y a des groupes terroristes ou pré-terroristes qui s'apprêtaient à passer à l'action, comme OAS que vous avez cité. Et puis, il y a, je dirais, des agressions de rue, des bagarres, parfois sérieuses, avec des blessés. Donc, c'est deux choses un peu différentes. On peut dire que dans les deux cas, c'est malheureusement en très forte augmentation depuis, disons, le début des années 2010. Quoi. Et disons qu'entre 90 et 2010, bon, ça s'était un peu calmé. Depuis, moi, je date quand même une bascule depuis les manifs pour tous. Alors, la plupart des manifestants des manifs pour tous c'était des cathos tradis classiques, pas violents. Bon. Mais il y avait pratiquement à chaque fin de manif quand même des affrontements avec la police, des journalistes délibérément visés. Il y a eu ça, puis évidemment il y a eu le Bataclan qui là a posé le problème d'un risque contre-terroriste. C'est pas un hasard si le groupe qui est actuellement en procès s'appelle OAS, en référence au mouvement terroriste pro-Algérie française. Et en fait, l'idée, c'est souvent ça. Alors, eux, quand ils se font arrêter, ils disent « Non, mais nous, on se préparait en cas d'attaque, etc. » Et moi, ce que je voulais, c'est me préparer, justement, à défendre mon pays et mes compatriotes contre la charia qui est en train de se mettre en place de façon magistrale sur tout le territoire français. Se préparer et aider la police, en fait, à repousser les attaques djihadistes si par malheur devait arriver, quoi. N'empêche que c'est des groupes qui s'arment, mais quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, bon, je ne vais pas dire il n'est pas responsable des attentats et de ces violences directement, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui dit que la France est colonisée par les musulmans. Quand vous êtes colonisé, historiquement, les peuples colonisés, ils se sont révoltés contre le colonisateur, et souvent avec les armes. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même un encouragement, conscient ou pas, je pense inconscient, à des violences. Ces discours-là me paraissent extrêmement dangereux. On parle de militants politiques qui estiment que le recours à la violence, c'est un mode d'action. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de terrorisme ? Ah oui, vous avez cité le projet OAS, il y a quand même la volonté, et puis on trouve des armes, c'est ça quand même, quand on trouve des armes, c'est qu'il y a intention de commettre des actes terroristes. Alors, vous avez cité OAS, avec le projet d'assassinat de Castaner et Mélenchon. Il y a un groupe dont on parle assez peu, mais qui est beaucoup plus important, qui était beaucoup plus structuré et beaucoup plus inquiétant. C'est l'action des forces opérationnelles. Alors, je crois qu'ils ont été démantelés, je ne me trompe pas, en 2017-2018. C'est fondé par un ancien policier, Guy Sibra, ancien du Front National,
Parce que le Front National, évidemment, n'est pas un mouvement, enfin c'est un mouvement légaliste, légal, qui pratique et qui joue le jeu électoral, mais c'est parfois un sas d'entrée vers l'action violente. C'est-à-dire que certains rentrent au Front National, sont un peu déçus, ils trouvent que c'est pas assez radical, et ensuite passent à ces groupuscules dont on a parlé. Alors, AFO, l'action des forces opérationnelles, donc il y avait ce policier, il y avait quand même le numéro 2 de l'ambassade de France au Salvador, qui s'est fait arrêter, je crois en juin 2019, enfin, peu importe, avec dans la valise diplomatique des armes, qui a reconnu devant donc les agents de des CRI, des GSI maintenant, qu'il y avait le projet de commettre un Bataclan à l'envers contre les musulmans. Un projet assez abouti quand même aussi d'empoisonnement de la viande halal dans les supermarchés, ça ils l'ont reconnu. AFO, c'était quand même 110 membres, hein, c'est assez structuré, 110 membres en France, 10 sections régionales, un truc assez pyramidal, bien organisé. Il ne faut pas crier au fascisme à tout prix dès que quelqu'un est un peu conservateur et tient des propos critiques sur l'immigration. Mais c'est quand même pris très au sérieux par les services de renseignement français. Patrick Calvar, l'ancien à l'époque s'appelait la DGSI, donc les services de renseignement intérieur, avait parlé lors d'une commission parlementaire, c'était à huis clos, mais ça a été rapporté de risque de guerre civile quand même, hein, entre, disons, les islamistes et l'extrême droite. Laurent Nunez, coordinateur de la lutte antiterroriste, dit que bien sûr la principale menace, c'est le terrorisme islamiste ou djihadiste, d'ailleurs c'est plus juste de dire ça, mais que la deuxième menace, c'est les groupes d'ultra-droite. Voilà. Donc, très clairement, alors, on en est là à 7 réseaux ou individus isolés, loups solitaires. Enfin, loup solitaire, ça peut être dangereux, hein, comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Hein. Il n'y a pas besoin d'être nombreux pour semer la terreur. On en est là, depuis 2016, je crois, à 7 réseaux ou loups solitaires. 2 récemment, il y a eu un réseau démantelé très très récemment qui projetait, c'était dans l'Est, là, dans le Doubs et en Moselle, je crois, qui projetait un attentat contre des loges maçonniques. Et il y a eu un type à Colmar, ça c'est le 26 août, je crois, c'est très récent, qui apparemment un loup solitaire, mais bon, on a vu sur son ordinateur qu'il consultait des sites néo-nazis, etc., et qui avait le projet. Alors il y avait des bombes artisanales en état de fonctionnement, mais surtout il avait de l'uranium. Donc de quoi fabriquer une bombe sale. Et ça, je peux vous dire que ça inquiète. Moi j'ai eu des agents du renseignement et qui en off disent oula, ça vraiment ça craint, comme on dit. Comment on fait pour se procurer de l'uranium en France ? Sur Internet. Apparemment, il l'a trouvé sur Internet. Trouve tout sur Internet. Simplement. Ah oui, mais c'est l'uranium, c'est dingue. Alors c'est pas des quantités astronomiques qui permettent de fabriquer une bombe atomique, mais enfin vous foutez ça dans un bus, voilà, c'est quand même assez sérieux. Je fais juste un parallèle avec l'Allemagne, qui je le crains. J'espère que non, mais je le crains, sont un petit peu en avance sur nous. En Allemagne, le terrorisme d'extrême droite est considéré comme la principale menace. Hein. Avant le djihadisme. Ils ont eu beaucoup moins d'attentats djihadistes. Ils n'ont pas eu de Bataclan, de Charlie Hebdo, ils ont eu beaucoup moins d'attentats djihadistes. Mais ils ont eu, depuis 2018, je crois, 3 attentats à Nao, 7 morts, un type qui a tiré sur des bars à chicha, à Halle, 11 morts, un préfet en 2019 qui avait pris position pour l'accueil de migrants, qui a été assassiné. Et voilà, il ne faudrait pas qu'en France, on en arrive là. Heureusement, on a des services de renseignement assez bons, quand même, qui prennent cette mouvance très au sérieux et qui bossent bien, quoi. Heureusement, qui sont là pour les démanteler. Mais bon, on ne peut pas surveiller tout le monde, on ne peut pas surveiller tous les citoyens. Le problème aussi, c'est les loups solitaires. Enfin, c'est pas très compliqué de se procurer des armes en France, on le sait. Je n'exclus pas du tout un dingue ou un réseau qui fasse, je sais pas, qui tire sur des fidèles dans une mosquée, etc. Ce qui est déjà arrivé, d'ailleurs, je fais une parenthèse, absolument, à Bayonne, 2019. Donc un type de 85 ans, ancien candidat du Front National, quand même, faut le dire, qui est parti après, qui a tiré sur des fidèles sortant d'une mosquée. Heureusement, il n'a pas fait de mort. Il y a eu 2 blessés, je crois. 2 blessés, absolument. Mais c'est sérieux. Le terrorisme d'ultra-droite aurait pu tuer des gens en ces 2 occasions. Un point extrêmement intéressant quand même, c'est que Brandon Tarrant, qui est donc le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui passait en France d'ailleurs, qui a fait un petit passage en France au passage, je ne sais pas trop ce qu'il y a fait, et Anders Breivik, le tueur en Norvège, 80 morts quand même, un type arrosé.
c'est deux personnes qui se référaient idéologiquement à un écrivain qui s'appelle Renaud Camus. C'est lui qui parle du grand remplacement. C'est lui qui parle du grand remplacement. Donc le grand remplacement, c'est une volonté dont on ne sait pas quel lobby. Alors, quand on lit lobby, il y a souvent les juifs derrière. Hein. Bon, il ne le dit pas ouvertement, même s'il a fait des écrits antisémites par ailleurs, mais qui serait un plan délibéré, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, de remplacer la population blanche d'Europe par une population noire ou arabo-musulmane. Donc c'est une théorie non seulement raciste, mais aussi complotiste. Pour lui, c'est pas juste la démographie qui fait ça, ou les réfugiés économiques, politiques, c'est un plan concerté, délibéré. Voilà, ces deux terroristes se référaient à ce livre. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, oui, là, il y a des responsabilités de quelqu'un comme Renaud Camus qui a inventé, il n'a pas inventé, parce qu'on en parlait déjà au début, avec l'Action française, je crois, enfin, dans l'extrême droite du début du XXe, mais peu importe. En tout cas, il l'a remis au goût du jour, cette théorie du grand remplacement. Et là, il y a une responsabilité évidente. Une théorie qui maintenant a pas pignon sur rue, mais qui est reprise par Éric Zemmour. Voilà, maintenant qu'on peut discuter tranquillement sur, Éric Zemmour, sur les plateaux. Michel Onfray, qui vient de l'extrême gauche, qui se réclame de Proudhon, donc libertaire, anarchiste, etc., dit que le grand remplacement est une réalité. C'est-à-dire que c'est une idée qui commence à faire son chemin, y compris dans des milieux qui n'étaient pas d'extrême droite. Oui, tout à fait. Puis ça finit par rentrer dans les têtes, à force de l'entendre. Vous avez, pardon de dire du mal d'une chaîne de télé, où j'ai travaillé il y a très longtemps d'ailleurs, quand c'était pas encore une chaîne d'extrême droite, qui est Canal+ et CNews. CNews, c'est une chaîne d'extrême droite pour vous. Ah bah évidemment. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le CSA qui leur a reproché d'interviewer trop de personnalités, non pas de droite, mais d'extrême droite. Éric Zemmour, hein, tout le monde reconnaît qu'il est d'extrême droite. Il y a une émission de Pascal. Christian Jacob n'est pas d'accord. Hein. Christian Jacob n'est pas d'accord. Il a envie de récupérer les voix, peut-être. Mais enfin bon, alors si lui, il n'est pas d'extrême droite, je ne dis pas qu'il est d'ultra-droite et terroriste, mais enfin, si lui, il n'est pas d'extrême droite, je ne sais pas qu'il est d'extrême droite. Marine Le Pen, par exemple, dit que le grand remplacement, non, elle ne se reconnaît pas dans cette théorie. Il y a un vrai clivage entre les deux. Donc si la droite de Marine Le Pen, c'est pas l'extrême droite, alors moi, je ne comprends plus rien, quoi. L'extrême droite, c'est pas juste de faire zigaille, voilà. Et CNews, oui, vous avez l'émission de Pascal Praud, où il y a par exemple quelqu'un comme Yvan Rioufol, un journaliste du Figaro, donc un journal de droite conservateur, mais pas d'extrême droite, qui défend les identitaires en disant que ce sont des patriotes qui défendent notre pays, qui n'ont jamais été condamnés, ce qui est faux. Le mouvement en tant que tel n'a jamais été condamné, mais les différents responsables ont déjà été condamnés. Et moi, je pense qu'il y a une grande responsabilité de cette chaîne CNews et de Bolloré. Et puis, ça finit par essaimer un peu partout, du coup. Les autres chaînes d'infos suivent un peu. Et oui, enfin, c'est des gens qui défendent Éric Zemmour et qui ne sont pas, à l'origine, des gens d'extrême droite. Le Figaro n'est pas un journal d'extrême droite. Est-ce qu'en France, il y a une difficulté à qualifier les actes violents liés à l'extrême droite comme des actes terroristes? Est-ce qu'il y a une frilosité? Il y a plus qu'une frilosité. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun acte d'extrême droite, à ma connaissance, ces dernières années, qui était qualifié de terroriste. Les deux cas qu'on a cités où il y aurait pu y avoir des morts, donc Avignon, 2019, je crois, ou 2020, je ne sais plus, 2019, et le type qui a tiré sur la mosquée de Bayonne, dans les deux cas, on a dit que c'était des gens psychiatriquement dérangés. Donc, ça n'a pas été classé en terrorisme. Alors, moi, je veux bien, mais il y a un poids, deux mesures. Parce que le type qui, je crois le 14 juillet 2015, si ma mémoire est bonne, avec un bus là, qui a foncé sur la foule, sur la promenade des Anglais à Nice, on fait 80 morts, donc c'est pas comparable comme échelle. Mais bon, c'était un type qui prenait un traitement, qui était notoirement schizophrène, ou en tout cas avec des problèmes psychiatriques lourds. Son père en Tunisie a été interviewé. Enfin voilà, il était suivi psychiatriquement. Il avait cessé son traitement. Et là, il n'y a pas l'excuse psychiatrique. Donc il y a vraiment un poids de mesure. Comment on l'explique ça ? Moi, je pense, mais c'est un ressenti personnel.
Que, d'abord, contrairement à ce qu'on dit, les magistrats, la magistrature, c'est pas que des juges rouges. Hein, c'est plutôt un milieu conservateur. N'importe qui a suivi des procès ou même des histoires de petits vols de portables, etc., le voit très bien. Il y a un vieux reste de les dangers, c'est les rouges, quand même. Je me fais pas avoir par ce truc de dire l'extrême gauche serait moins pire que l'extrême droite ou l'extrême droite serait pire. Ayoub-Marie, quand elle était ministre de la Justice ou ministre de l'Intérieur, elle l'avait dit, hein, les gens de Tarnac, je rappelle qu'au départ, le procureur de l'époque avait dit c'est des gens qui avaient le projet de tuer, ce qui est totalement faux, on n'a pas retrouvé une arme. Donc, c'est resté comme ça, le danger c'est les rouges, c'est aussi le fantôme d'action directe, et l'extrême droite, c'est quelques excités néo-nazis, mais on minimise le danger, non pas qu'il y ait une sympathie dans la magistrature pour l'extrême droite ou les néo-nazis, hein, effectivement. Et moi, je l'explique un peu comme ça. Alors que les services de renseignement, eux, faut quand même leur rendre hommage, travaillent bien. Grâce à eux, il n'y a pas eu d'attentat. Eux, ils ont conscience du danger. Complètement. Comme je disais tout à l'heure, Patrick Calvar, ancien patron de la DGSI ou des CRI à l'époque, je ne sais plus, ça change tout le temps de nom, l'avait souligné, un deuxième danger terroriste après le djihadisme. Il n'a absolument pas parlé de danger d'extrême gauche. Les services de renseignement travaillent, mais politiquement, est-ce que le problème est vraiment pris au sérieux ? Darmanin, il a une image, en tout cas dans le milieu de gauche, de quelqu'un de très à droite, très répressif. Il dit quand même à Marine Le Pen qu'elle est un peu trop molle, donc il joue le tout sécuritaire. Donc je pense qu'il avait besoin de donner un peu des gages. Génération Identitaire posait vraiment problème. Hein. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'à Lille, ils avaient un bar qui a un journaliste d'Al Jazeera qui s'est infiltré en caméra cachée. Bon, ils font des igailles, des machins, je ne sais pas le détail, mais enfin bon, c'est un mouvement dangereux. Et alors, l'autre problème que ça pose, c'est que les dissolutions, ça ne sert pas à grand-chose. Génération Identitaire, ils ont toujours leur lieu associatif à Lyon. Hein. Alors, ils l'appellent plus la Traboule, ils l'appellent les Remparts. C'est officiellement maintenant un lieu culturel, sportif, il n'y a plus de politique, etc. Le bastion social s'est reconstitué un peu partout. Il s'appelle Audace Lyon à Lyon, Vendeste à Strasbourg. Donc ça pose Pour moi, c'est un peu de la com, quoi. C'est un peu de la com. Ce qu'expliquent les auteurs donc, dans La violence politique en France de 86 à nos jours, c'est qu'après les années très violentes où il y avait beaucoup d'attaques, de skinheads, de néo-nazis, les années 90 correspondent à un endroit où il y avait moins de violence, paradoxalement, qu'ils expliquent par notamment l'institutionnalisation du Front National, Absolument. Qui viendra à l'Assemblée nationale, et en expliquant qu'une partie des cadres de ces groupes-là faut en fait mettre des costards et rentrer au Front National. Les anciens du GUD, oui, les anciens du GUD. D'ailleurs, il faudrait que je le cite, il n'y a pas de raison, mais par exemple, quelqu'un comme Frédéric Chatillon, très proche de Marine Le Pen, ancien chef du GUD, Axel Lousteau, qui était donc ancien du GUD, qui était président quand même, trésorier de l'association de financement de Marine Le Pen, ce qui prouve qu'il a vraiment sa confiance quand même, qui est maintenant conseiller régional Rassemblement National, et dont j'avais retrouvé une photo faisant un joli petit salut nazi à son anniversaire. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités au Front National. Qui en a toujours, il est conseiller régional, hein, quand même. Conseiller régional, très proche de Marine Le Pen, puisqu'il était président de son association de financement. C'est un peu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il est lié aussi à des gens qui maintenant sont dans des groupuscules violents, comme Logan Dian, l'ancien chef du Bastion social à Paris. Mais c'est vrai que l'institutionnalisation du Front National avait un peu ramené ceux qui pouvaient avoir des volontés très radicales vers quelque chose de plus institutionnalisé, avec un parti quand même qui voulait se respecter à l'Élysée, donc qui évitait ou qui calmait ces gens-là. Il y avait notamment dans le service d'ordre du Front National quelqu'un qui, à mon avis, a été injustement vilipendé, qui était Bernard Courcel, qui avait vraiment viré les skinheads et qui avait fait un service d'ordre clean, entre guillemets. Et ça, c'était vrai dans les années 90, 2010. Pour moi, il y a eu une bascule à la Manif pour tous. Et maintenant, la dédiabolisation, il y a eu aussi une bascule quand Marine Le Pen est arrivée au pouvoir. Hein, je crois que c'est, au Front National. Donc, je crois que c'est 2011. Là, il y a une volonté de dédiabolisation. On exclut des gens comme Gabriel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font des saluts fascistes, etc. Et donc, elle libère un espace à l'extrême droite de gens qui sont devenus
incontrôlables. Quand ils étaient au Front National, ils étaient plus contrôlables. C'est un secret pour personne qu'au Front National, il y avait des gens aussi qui, lorsque des individus étaient un peu inquiétants, en informaient les services de renseignement. Et je suis assez d'accord avec cette thèse du livre, effectivement. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'est... Pour moi, je la qualifie encore d'extrême droite, mais il y a plus à droite qu'elle. C'est la différence entre l'extrême droite et l'ultra-droite, en fait. L'extrême droite, c'est grosso modo le Rassemblement national, c'est institutionnalisé, c'est un parti qui, a priori, ne commet pas de violence, ou alors épisodiquement, en tout cas qui n'appelle pas à la violence. Et l'ultra-droite, qui, là, c'est des groupes plus radicaux, qui sont même qui font l'apologie de la violence. Et la violence est une valeur en tant que telle, hein, c'est le culte de la force. C'est pas un moyen ou un mal nécessaire, comme parfois on le dit à l'ultra-gauche. C'est un objectif, c'est un but en soi. C'est-à-dire que c'est la force qui doit régner, c'est la loi du plus fort, quoi. Voilà. Et ça, c'est en très nette augmentation, c'est très inquiétant. Mais il y a qu'à voir certains... Je regarde beaucoup les tags dans la rue, hein. On voit quand même très régulièrement des croix celtiques, des tags antisémites sur des magasins juifs, par exemple, ou des tags homophobes. Au moment des manifestations contre le pass sanitaire. Ah oui, alors ça, c'est très important. Qui étaient des manifestations très diverses, évidemment. Mais on a vu, notamment avec les panneaux il y a eu une réémergence de pancartes, de gens antisémites. Il y a eu plus que ça. Il y a eu ça. Alors je pense que la plupart des gens qui manifestaient, alors les antivax, les antipasses, c'est pas pareil, mais la plupart des gens qui étaient à ces manifs étaient plutôt des gens pas très structurés politiquement. Ils peuvent voter un coup Marine Le Pen, un coup Mélenchon, un coup je sais pas qui. Mais c'est très intéressant ces manifs anti-pass parce que l'extrême droite très tôt s'est positionnée sur le créneau anti-vax. Hein. Quelqu'un comme Philippot ou Dupont-Aignan. L'extrême gauche, elle est pro-vax. Ils sont pro-vaccination massive. Ils peuvent être anti-pass sanitaire, mais voilà, pro-vax. Ouais. C'est une position qui se défend, qui est peut-être un peu illisible et trop compliquée pour les gens. C'est pas assez manichéen. Mais donc, à Paris, il y avait plusieurs manifs. Hein, des manifs d'extrême droite, des manifs gilets jaunes. C'est séparé. Dans la plupart des villes de province, c'était les mêmes. Donc là, il y a eu, à maintes reprises, des groupes vraiment fascisants et qui ont agressé des gilets jaunes ou des militants d'extrême gauche. Il y a des gens qui vont se former à l'étranger dans ces groupes-là. Notamment, il y a une milice en Ukraine qui est très populaire, où on sait, ces services de renseignement nous disent qu'il y a des Français qui font suivre une formation militaire et qui reviennent en France. Oui. Alors d'abord, ça c'est une tradition, hein. Extrême droite, mercenaires, c'est assez lié. Il y a eu d'ailleurs, vous faites bien d'en parler, parce que parmi les projets d'attentats qu'il y a eu, c'est juste avant l'euro en France, en 2016, les autorités ukrainiennes ont arrêté un type, a priori inconnu, des services de renseignement armés, donc avec des armes de guerre, du TNT, je ne sais plus quoi. Ils l'ont arrêté, remis aux autorités françaises, et le type a avoué qu'il s'apprêtait à commettre des attentats lors de l'Euro 2016. Donc oui, il y a toute une filière. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils vont se battre des deux côtés. Certains vont se battre du côté pro-russe et d'autres côté ukrainien ou chez les, c'est pas assez, mais chez les indépendantistes ukrainiens, enfin les anti-russes. Le Donbass, et puis il y a le bataillon Azov, par exemple, qui est un bataillon. C'est ça, c'est le bataillon Azov. Qui est néo-nazi. Donc il y en a qui vont se battre des deux côtés. Après, il y a une part de folklore, c'est-à-dire qu'en général, ils sont tellement mauvais qu'ils sont virés, parce que les types là-bas n'en veulent pas. Encore une fois, c'est une chose de faire la guerre militairement, courageusement, même si c'est jamais beau, la guerre. C'est pas la même chose que de faire des ratonnades ou d'agresser lâchement le cortège du NPA qui est désarmé, où les types sont pas casqués en leur balançant des pavés sur la figure, quoi. Mais il y a ce risque, et l'exemple de ce Français que je citais qui s'est fait arrêter à la frontière ukrainienne avec des armes de guerre, effectivement, prouve qu'en plus c'est une filière d'approvisionnement. Hein, les pays de l'Est, c'est une filière d'approvisionnement en armes. En armes, absolument, en armes de guerre. Donc il y a un danger. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et Twitch. Nous comptons sur vous pour exister. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr. Allez, salut!